Bon, le VIH, c'est quelque chose qui est assez honteux, que le rapport soit oral, que le rapport soit anal, que le rapport soit vaginal. Effectivement, on peut avoir des rapports non protégés, même avec un porteur du VIH. Si c'est 35 000, le nombre réel est forcément plus élevé. Tu ne prends pas la peine de te dépister. Ça veut dire que tu n'es même pas conscient du fait que tu portes la maladie. Ça veut dire que tu es un transmetteur en série. Tu es un partageur du VIH en série. Peut-on mourir directement du VIH? Non, on ne peut pas mourir du VIH. L'abstinence, vraiment, je trouve que c'est surréaliste. Il y a des formes de VIH plus agressives que d'autres. Et entre généralement la phase du VIH et la phase du SIDA, on peut passer 5 à 10 ans sans voir de symptômes. On va encourager une relation monopartenariale. Donc, ceux qui ne... Tu dis au gars qu'il ne doit pas avoir plusieurs groupes. Là, il ne faut pas avoir plusieurs petites amies d'un point de vue sanitaire. Pour ceux qui ne peuvent pas, au moins, protégez-vous. Au moins, protégez-vous. Tu es d'encourager l'infidélité, là. Non, je n'encourage pas l'infidélité. Tu as le virus, toi, tu ne le sais pas. Ça veut dire que tu es un créateur de vos cas. Moi, les plus suivants, des charlatanistes qui se placent là en haut et disent que bon, buvez ma potion, ça soigne le diabète, ça soigne le sida, ça soigne l'hypertension, etc. Ce sont des charlatans. Bon, le problème n'est pas la médecine traditionnelle. Le problème, c'est qui la pratique au final. Lorsqu'on a fait une circoncision, on est moins sujet à contracter les infections sexuellement transmissibles. Je pense que ce n'est pas la fréquence du rapport sexuel. Je pense que c'est la qualité du rapport sexuel. Donc, ce n'est pas un problème de quantité à ce niveau-là, c'est un problème de qualité. Si la femme est suffisamment mouillée, il y a moins de frottement. Ça réduit le risque, mais ça ne l'annule pas. Il y a aussi l'inconscience. Beaucoup se disent que, est-ce que l'homme a les choses là? Est-ce que l'on peut attraper ça? Chez nous, on ne tombe pas malade. Moi, depuis que je suis petit, je n'ai jamais eu, même la chose de piste, je n'ai jamais eu. Vous voulez parler du VIH en fonction de quoi? Le VIH se transmet par les moustiques, ça ne se transmet par la salive. Et donc, les gens peuvent nous pleurer de ces sans crainte. A-t-on déjà guéri quelqu'un du VIH dans le monde, à ta connaissance? Petite parenthèse, je te présente Caraminep, une marque de caramel que nous avons mis sur pied dans le but de valoriser le Made in Cameroun. Il s'agit d'une idée originale de cadeau pas cher à offrir à un proche. C'est intéressant comme apéritif des grandes cérémonies telles que des mariages, des anniversaires, des baptêmes. C'est seulement 1000 francs la boîte. Nous livrons partout dans la ville de Yaoundé avec possibilité d'expédier. N'hésite pas à passer ta commande. Bon, j'ai eu des échos comme quoi à Londres et en Allemagne, des patients, je lis assez quand même, j'ai eu des échos comme quoi à Londres et en Allemagne, des patients auraient guéri de la maladie. Mais bon, je veux pas, c'est pas quelque chose que je pourrais généraliser ou dire aujourd'hui ou c'est pas quelque chose dont je pourrais affirmer aujourd'hui que, bon, ça va, on a trouvé la solution pour le VIH, c'est possible d'en guérir et tout. Non. Il faudrait qu'il y ait des chiffres un peu plus concluants, un peu plus significatifs pour qu'on puisse dire, plus affirmer que, effectivement, on peut guérir du VIH parce que ça fait plusieurs années quand même que le virus existe. On a vu des maladies, des germes naître après celui-là dont on a pu trouver des traitements, dont on a pu trouver des vaccins. Pourtant, lui, là, depuis, ça reste un peu compliqué. Après, il y a aussi le fait, j'aime bien le dire, les antirétroviraux représentent une bonne partie du marché des industries pharmaceutiques. C'est une hypothèse, mais si effectivement les antirétroviraux ramènent autant d'argent à l'industrie pharmaceutique, trouver le vaccin n'est-il pas faire mourir le business, etc. C'est une chose qu'on peut se demander vu l'ancienneté du virus. Mais comme je l'expliquais, il y a aussi vraiment ce petit côté mutagène là qui rend vraiment la mise au point d'un vaccin complexe. Tout à l'heure, tu as dit que le problème à l'élaboration d'un vaccin contre le VIH, c'est sa propriété mutagène. Oui. Bon, on sait que le vaccin, lui, il est préventif. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui cause l'impossibilité d'un traitement curatif? C'est toujours la propriété mutagène du VIH. Bon, déjà, il y a ça. Il y a le fait que la mutation peut créer une indifférence, de façon en sorte qu'il faudra créer un nouveau traitement curatif chaque jour. Et de plus, normalement, le VIH, normalement, tel qu'il est dans nos cellules, lorsqu'il n'est pas sous l'effet des antirétroviraux, il se cache vraiment dans des réservoirs cellulaires, à un état dormant, qui est inaccessible à ces antirétroviraux-là. Et lorsque le traitement s'arrête ou qu'il est interrompu, le VIH ressort de ces réservoirs-là et recommence à détruire la machinerie cellulaire. Or, lorsqu'il est dans ces réservoirs-là, cet état de sommeil-là, normalement, les antirétroviraux, tels qu'on les connaît, ne peuvent pas atteindre le virus.
C'est ça la limite des C'est ça la limite des antirétroviraux. Et pour le moment, il n'y a pas de traitement curatif à proprement parler. Et est-ce que tu crois à la possibilité d'un traitement curatif au vu des propriétés du VIH que tu as associées? Principalement à cause de l'effet mutagène, non. C'est compliqué. Et puisque le traitement tel qu'on l'a aujourd'hui n'agit même pas pour tuer le virus, mais plutôt pour empêcher sa multiplication. C'est-à-dire les antirétroviraux ne sont pas là pour tuer le virus, mais plutôt pour l'empêcher de se multiplier. Parce que effectivement, la multiplication reste la même si le génome ne fait que muter. Ok. Là, on va parler du dépistage, de l'enjeu central qu'est le dépistage. Pourquoi, à ton avis, chez nous, le taux de dépistage est encore si faible? Je pense que c'est aussi faible chez nous parce que le dépistage aujourd'hui chez nous est encore considéré un peu comme un sujet tabou. Porter le VIH, c'est quelque chose qui est assez honteux. Les gens ont peur de dire que bon voilà, si c'est positif, après je fais comment? Je annonce aux autres comment que j'ai le VIH, on va me voir comment. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi l'inconscience. Beaucoup se disent que est-ce que l'homme noir a les choses là? Est-ce que l'on peut attraper ça? Chez nous, on ne tombe pas malade. Moi, depuis que je suis petit, je n'ai jamais eu, même la chose de piste, je n'ai jamais eu. Vous me parler du VIH en fonction de quoi? C'est-à-dire, il y a toutes ces petites choses-là. Il y a cette inconscience-là, mais aussi les stigmatisations. Donc, chez nous, on n'est pas assez cultivé, on n'est pas assez ouvert d'esprit pour accepter que non seulement le dépistage, c'est quelque chose de normal, mais aussi que le VIH-Sida, c'est une réalité qu'il faut accepter. Ok, je vais parler comme un profane. Si aujourd'hui, les gens arrivent à vivre étant porteurs du VIH, même sans le savoir, comme les gens n'aiment pas faire le test. S'ils arrivent à vivre avec aujourd'hui, certaines personnes arrivent à vivre avec, avoir des rapports sexuels, fonder même des familles jusqu'à mourir. Est-ce que c'est un peu normal que les gens se disent que bon, à quoi bon aller se faire dépister? Si aujourd'hui les gens arrivent à vivre étant inconsciemment porteurs du virus, oui, au point de mener un train de vie quotidien normal, quoi. Oui. Fonder une famille même, avoir des relations sexuelles, avoir des enfants, sans être jamais dépisté. Est-ce que c'est pas un peu normal que le profane se dise qu'il ne fait pas, il n'a pas besoin de faire le test? Et tant qu'il ne sait pas, il n'est pas malade. C'est légitime, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans le sens où toi qui te dis que tu ne portes pas la maladie, n'est-ce pas? Tu pourrais la transmettre à quelqu'un d'autre de manière inconsciente. Ça va beau être un avantage pour toi de te dire que tu vas bien, mais pour autrui, ça reste un danger. Pour tes potentiels enfants, ça reste un danger. Et pour toi-même, qui n'en sais rien, ça peut te prendre à 60 ans, ça peut te prendre à 40 ans, à 45 ans. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est généralement les premiers signes, la phase SIDA, proprement parler, peut se déclarer après 5 ou 10 ans. Et lorsque ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Lorsque ça arrive, forcément, c'est un peu plus grave. La prise en charge devient un peu plus compliquée. Et là, normalement, c'est toi le premier perdant. Je vois donc. Il faut pas aussi être égoïste. Il faut penser aux autres. Imagine, par exemple, tu vas à l'hôpital. On dit que le don de sang. Le don de sang, c'est une bonne chose. On encourage tout le monde à donner le sang. Moi-même, je donne souvent du sang. Au moins une fois par an, je donne du sang. S'il faut le faire, et que toi, tu es porteur de ton VIH, et que tu peux donner un sang infecté, c'est vrai, l'avantage, c'est qu'il est généralement testé avant d'être administré au malade, mais d'un point de vue éthique, d'un point de vue vraiment social et moral, c'est quelque chose d'assez morose, d'assez indécriable. J'ai eu à entendre dire que si on a un rapport sexuel non protégé avec une personne porteuse du VIH, si la femme est bien lubrifiée, il n'y a pas de risque de transmission, ou du moins le risque de transmission est faible. Oui, c'est mieux de dire, étant scientifique, pas qu'il n'y a pas de, c'est mieux de dire que le risque est faible. Effectivement, c'est réel, simplement parce que, si la femme est suffisamment mouillée ou lubrifiée, il y a moins de frottement. Que ce soit le physicien, s'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de blessure. S'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas forcément d'échange de sang. À ce niveau-là, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Mais comme on le dit depuis le début, ça réduit le risque, mais ça ne l'annule pas. Le risque est bien réel. Ce n'est pas pour dire aux gens d'aller utiliser. Effectivement. Comment se passe concrètement un test de dépistage VIH?
Bon, un test de dépistage de VIH, généralement, c'est assez simple. Ça peut prendre 15, 20 à 30 minutes. C'est juste un test de sérologie. Donc, c'est-à-dire c'est une réaction antigène, anticorps. Donc, on se relève du sang, on met en évidence avec, on met en réaction avec le réactif et puis on observe. Et puis on observe généralement. Dans ce cas-là, le test te dit directement si tu es, bon, au bout de quelques minutes, le test te dit effectivement si tu es séropositif, si tu es séronégatif. Est-ce qu'il y a une fréquence de rapports sexuels à partir de laquelle quelqu'un de base venant se retrouve au dépistage? Je pense que ce n'est pas la fréquence du rapport sexuel qui a un problème. Je pense que c'est la qualité du rapport sexuel. Donc, ce n'est pas un problème de quantité à ce niveau-là, c'est un problème de qualité. Dans la mesure où je peux avoir ma femme. Supposons que je sois marié, je ne me suis pas. Mais supposons que je sois marié, j'ai des rapports sexuels. J'ai des rapports sexuels avec ma femme chaque jour. Et je sais que bon, je suis en santé, elle aussi, elle est en santé, on se dépiste peut-être une fois par an, par précaution, on ne sait jamais, mais je suis confiance en ma femme et je sais que bon, voilà, il y a peu de chances que je tombe malade ou que je contraille de VIH. Par contre, on peut avoir genre, je sais pas, 3 rapports par semaine. Par contre, il y a un autre qui peut avoir 3 femmes, il a un rapport par mois, avec les 3 femmes qu'il ne connaît pas. Donc en fait, c'est plus le caractère multipartenarial, le caractère désorganisé de la relation qui montre une certaine irresponsabilité dans ton activité sexuelle. C'est ce caractère-là qui devrait te pousser en fait à plus souvent faire le test de dépistage. Pas forcément la fréquence de l'activité sexuelle. Peut-être la fréquence, oui, mais la fréquence, si c'est avec plusieurs personnes, si c'est dans certaines conditions, est-ce que les rapports étaient protégés ou non? Est-ce que je connais toutes ces personnes? Est-ce que je connais leur bilan sérologique, etc., etc. D'accord. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, des actions qu'il faut poser si on estime qu'on vient quelques heures après une exposition à risque, c'est-à-dire après un rapport sexuel où on s'est dit, comme je me suis pas protégé, je la connais pas, je connais pas son passé. Oui. Il y a peut-être un risque. Est-ce qu'il y a des actions qu'on doit poser quelques heures après un rapport sexuel comme ça? Généralement, il y a une précaution. Il y a une précaution de traitement. Il y a l'administration, c'est vrai que je ne maîtrise plus très bien, mais il y a l'administration des médicaments sur 72 heures, normalement, et puis on fait le test de dépistage. L'administration médicale. C'est-à-dire après quelques moments, c'est quelques jours après alors. Non, directement après. Directement après. Bon, je prends un exemple concret. Oui. Quelqu'un, il reçoit une dame, un soir, oui. Il reçoit une dame, disons, n'importe quoi, hein, oui. 19h ou 20h chez lui. Puis il s'amuse bien. Et après s'être alimenté, comme on connaît comment un homme et une femme s'alimentent, il se dit, ben, je me suis pas protégé. Ou bien elle aussi, elle dit, nous ne sommes pas protégés, je connais même pas vraiment son passé sexuel. Quelles actions elle doit poser? Peut-être après qu'elle soit rentrée chez elle, qu'il est raccompagné, quelles actions chacun d'entre eux doit poser, comme il est dans le bout de l'incertitude? Ok, le truc c'est que si tu vas faire le test de dépistage là, tout de suite, de toute façon, il ne sera pas positif. Genre, tout de suite, à l'instant, ou même le lendemain, il est possible qu'il ne soit pas directement positif. Donc, ça ne servirait à rien. Maintenant, il y a une précaution médicamenteuse, généralement. Sur 112 heures, je ne me rappelle plus très bien du médicament en général, mais il y a un médicament qu'on t'administre d'abord sur 72 heures. On observe, et puis plus tard, tu reviendras faire le test pour confirmer si effectivement tu as contracté. Okay, c'est la même chose, ça peut même ne pas être forcément, tu peux être à l'hôpital, je suis exposé au sang d'un malade. Ouais. Il y a une précaution de prise en charge, je ne la maîtrise pas très bien, mais il y a une précaution de prise en charge qui est préétablie. Ok, est-ce que tu as déjà eu vent de cas d'un médecin ou d'un professionnel de la santé qui s'est retrouvé infecté en essayant de traiter un malade du VIH? Non, pas à ma connaissance. Donc, il y a quand même suffisamment de précautions pour éviter ça. Je me dis oui. Donc, parlons alors de stigmatisation et de réalité sociale. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un patient refuser le traitement à cause de la honte? C'est-à-dire, on lui apprend qu'il est séropositif, mais il refuse d'accepter cette réalité au point où il ne cherche même pas à se faire traiter. Tu as déjà vu bien, tu as déjà eu vent. Bon, comme je l'expliquais, vu que moi j'exerce principalement en officine, je ne suis pas vraiment en contact avec ce genre de malade-là. Mais de mon expérience ou de ce qu'on m'a raconté,
de collègues ou d'aînés qui sont dans le domaine en particulier. Ce que je sais, c'est que, bon, personne n'a envie de mourir. D'accord? Donc, je pense, généralement, ils ne fuient pas. Ils vont peut-être refuser d'accepter la réalité, mais au final, la réalité, elle est là. Elle est là. Ce qui va plutôt se passer, c'est le fait qu'ils auront plutôt honte d'en parler. Ils vont accepter le fait que, bon voilà, je suis séropositif. Ils se traitent. Pour certains, hein, d'autres, comme tu dis, ça peut être un peu plus complexe. Peut-être qu'ils vont refuser d'accepter cette réalité-là. Mais pour beaucoup, ils acceptent de se prendre en charge, je me dis. Et d'un autre côté, c'est plutôt le regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est quelque chose dont ils se disent, ils peuvent pas parler aux gens. Et même seulement d'un point de vue logique, le bon sens, c'est ce qu'on a envie de se dire. Que si moi-même j'attrapais ça, est-ce que j'aurais le courage de dire aux autres que bon voilà, je suis séropositif, voilà, j'ai contracté le VIH/SIDA. Le regard des autres, qu'est-ce qu'ils penseraient de moi au final? Et tout à l'heure, tu as parlé d'une maman enceinte qui peut avoir une maman porteuse du VIH qui peut accoucher un enfant qui n'est pas porteur. Dans quel cas de figure ça peut se faire? Ça peut se faire si la mère porteuse du VIH suit son traitement normalement et que sa charge virale est indétectable. Sa charge virale est indétectable lors de la grossesse, les échanges de sang qu'elle aura avec son enfant, généralement, ne seront pas porteurs du virus. Par contre, je le disais précédemment, lorsque on prend un traitement antirétroviral, généralement, le virus reste dans des canaux cellulaires et il reste sous une forme complètement inactive. C'est pour ça qu'on parle vraiment de charge indétectable. D'accord. Et lorsqu'on stoppe le traitement là, il ressort de ces canaux et il recommence donc à détruire la machinerie cellulaire des cellules portant les CDK. Ce qui fait qu'une femme enceinte qui suit son traitement normalement pour avoir une charge virale assez basse, voire même indétectable, empêchant ainsi la transmission placentaire lors des échanges sanguins avec son bébé. D'accord, intéressant. Et ça veut dire qu'on peut suivre son traitement antirétroviral et avoir une charge qui n'est pas indétectable. Oui. Basse, peut-être basse, mais détectable quand même. Ok. Bah, généralement, le but, c'est de rendre la charge indétectable. Mais on peut suivre un traitement et avoir une charge qui est peut-être basse, mais quand même détectable. D'accord. Mais même si à ce moment-là, elle est détectable, c'est peut-être pas ça qui va te, c'est peut-être pas ça qui va te rendre malade, tu vas te faire passer à la phase SIDA. Par contre, à partir du moment où la charge est détectable, la contagion devient possible. Et est-ce que il y a une fréquence standard de prise des antirétroviraux ou alors c'est fonction du patient? C'est-à-dire de la forme du VIH du patient. Bon, normalement, c'est une fréquence standard. On peut connaître laquelle. Voilà, il ne l'est pas, en fait. Mais je sais que généralement, c'est une trithérapie. Donc, c'est une trithérapie avec 3 molécules, 3 cibles particulières. C'est-à-dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, les antirétroviraux agissent généralement à plusieurs niveaux de la multiplication cellulaire. Donc, il y a une trithérapie. Et c'est à vie. Oui, bon, tout à l'heure, tu as parlé quand même de l'industrie, il y a toute une industrie autour du VIH. Oui. Sauf que tu as dit aussi que les antirétroviraux sont gratuits. Bon, comment il se fera alors de l'argent derrière cette maladie si les antirétroviraux sont gratuits? Les antirétroviraux sont gratuits, c'est généralement, ils sont gratuits pour qui? Ils sont gratuits pour les malades. Par exemple, je pense pas qu'on les donne on les donne gratuitement ici au Cameroun. Je pense que c'est plus genre l'État subventionne. Ah, d'accord. L'État achète et c'est subventionné. Maintenant, c'est redistribué. Ah, d'accord. Gratuitement. Ok, en fait, c'est que c'est l'État qui subventionne pour que ce soit distribué gratuitement. C'est pas que les antirétroviraux sont gratuits. Bon. Ça m'étonnait un peu quand même. Un peu. Et certains disent que la circoncision est une mesure de précaution contre le VIH. Tu as déjà eu vent de ça? En vrai, non. Mais je pense que généralement, un pénis circoncié, je sais pas si on dit circoncié ou circoncisé. Bref, lorsque le pénis a subi la circoncision, il accumule généralement moins de micro-organismes.
Oh. Ce n'est pas seulement pour le VIH. Lorsqu'on a fait une circoncision, on est moins sujet à contracter les infections sexuellement transmissibles. C'est pas une particularité propre au VIH. Ok. Et est-ce que tu as déjà aussi eu vent de médecins traditionnels qui diraient pouvoir soigner, être capable de soigner le VIH? Si tu as déjà eu vent d'histoire de ce genre? Oui, j'ai déjà eu vent d'histoire. Bon, enfin, c'est plus quand tu dis même médecine traditionnelle, là, c'est comme s'il fallait prendre ça trop au sérieux. moi, j'ai plus eu vent des charlatanistes qui se placent là en haut et disent que bon, buvez ma potion, ça soigne le diabète, ça soigne le sida, ça soigne l'hypertension, etc. Bref, ce genre de choses-là. Moi, en tant que pharmacien, moi, je le considère, ce sont des charlatans. Et maintenant, il faut vraiment éviter ces médicaments traditionnels dans la mesure où on ne comprend pas pourquoi et comment on doit les prendre. Le problème des médicaments traditionnels, c'est que généralement sont des multithérapies, c'est-à-dire qu'il y a tellement de molécules dedans et c'est un véritable danger pour les foies et les reins. Parce que ça fait plusieurs molécules à métaboliser, à transformer, à éliminer. Et c'est un véritable danger. La médecine traditionnelle n'est pas foncièrement mauvaise. On doit la développer, mais à notre manière. Et tout ce qui est médical, je pense, doit avoir un aspect réglementaire. C'est quelque chose qu'il faut suivre. Si on a dit que la décoction, si l'infusion, si même la macération, si est destinée à soigner tel, il faudrait qu'on puisse identifier le composé dedans ou les composés qui soignent tel, qu'on identifie la dose qui est thérapeutique et la dose qui est toxique, on essaie de séparer et de faire maintenant une présentation que le patient pourrait boire. Le problème n'est pas la médecine traditionnelle, le problème c'est qui la pratique au final. Ok, donc tu trouves en fait que ces gens sont des charlatans qui profitent du désespoir des gens. Parfaitement. Je vois. Bon, surtout, est-ce que tu as déjà eu à entendre une personne qui a témoigné s'être fait soigner? Parce que comme je dis, j'ai déjà eu vent d'histoire de personnes qui disent soigner, mais j'ai pas encore suivi une histoire de quelqu'un qui dit s'être fait soigner. Je sais pas si tu as quand même bien. Pour le VIH en particulier. Pour le VIH en particulier, en tout cas du VIH. Pour le VIH en particulier, j'ai entendu, mais c'est dans l'histoire des églises. On peut parler du volet. Personnellement, sur ça, je n'ai pas envie de me prononcer. De te prononcer, tu veux pas envie d'attaquer la foi des gens. Non, pas forcément, j'ai pas envie d'attaquer la foi des gens, mais là, je pense qu'on est dans une discussion assez scientifique. Et il faudrait pas mettre il faut pas faire intervenir la spiritualité dedans. Parce que les deux, généralement, en principe, ne font pas nécessairement bon ménage. Donc, d'accord, on va donc se fier à ta volonté. Est-ce que le sport peut aider à baisser la charge virale? Le sport, l'activité physique. Est-ce qu'elle peut aider à baisser la charge virale si on est déjà porteur, est-ce que pratiquer du sport, ça peut aider à baisser la charge virale? Je ne vois pas comment, mais ce qui est certain, c'est qu'on a expliqué tout à l'heure que la finalité, c'est qui tue, c'est pas le VIH, c'est les maladies opportunistes. Je pense que pratiquer une activité physique régulière réduit la probabilité de contracter ces maladies-là. Donc, ce n'est pas le sport en lui-même qui va réduire la charge virale, mais peu importe la maladie, généralement, que tu as, que c'est une maladie métabolique, particulièrement avec les maladies métaboliques, faire de l'activité physique régulière permet généralement ça agit un peu comme un adjuvant avec le traitement que tu subis déjà. Et quand on parlait de maladie opportuniste, tu as parlé de la tuberculose. Il y a une autre qu'on connaît qui est récurrente. Bon, la tuberculose, généralement, on va dire que c'est la plus récurrente. Il y en a plein d'autres. Généralement, ça peut être d'autres infections bactériennes, mais la tuberculose, c'est assez récurrent. C'est vrai qu'il y a aussi la toxoplasmose. Enfin, il y en a plusieurs, mais la tuberculose, c'est la maladie opportuniste particulièrement récurrente et la plus connue. Et une personne qui vient d'apprendre sa séropositivité et qui est sous le choc, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais lui donner? Une personne qui vient d'apprendre la séropositivité et qui est sous le choc. Bon, il faut dire, la douleur, il va forcément ressentir de la douleur. La douleur, c'est quelque chose d'également émotionnel. Et à ce niveau-là, lui seul sait pertinemment ce qu'il ressent. Mais s'il faut être objectif, il faudrait pouvoir lui dire que ce n'est pas une fatalité. Il faudrait pouvoir lui expliquer comme au XXIe siècle, qu'il y a des gens qui vivent avec le virus. Il y a des gens qui vivent avec le virus, qui arrivent à fonder une famille, qui arrivent à se marier, à avoir des enfants, à faire du sport. Bref, à vivre la vie
qu'ils souhaiteraient avoir, tout en respectant le traitement et les mesures hygiéno-diététiques qui iraient avec. Toujours dans le même sens, comment l'entourage devrait réagir en apprenant la séropositivité En apprenant la séropositivité d'un proche ou même d'un inconnu, la principale caractéristique que on devrait avoir généralement, c'est éviter le jugement. Le jugement, parce que c'est la plus grande crainte généralement, que ce soit des patients ou de ceux qui pourraient avoir. Beaucoup ne se font pas dépister parce que si c'est positif, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va me dire? Et ceux qui se font dépister, c'est positif, on peut le dire à leur famille ou à leurs proches. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va me juger, on va dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou que je suis différent dorénavant. C'est-à-dire que cette mise à l'écart là, que les gens feront vis-à-vis de toi. Donc la principale consigne ou recommandation que je pourrais donner à ceux ayant un proche ou même peut-être pas un proche, une autre personne de l'entourage atteint du virus, ce serait d'éviter tout comportement qui pourrait avoir trait à un jugement. D'accord. Là, on va s'acheminer vers la fin de cet échange très intéressant. S'il y a une ou plusieurs choses que tu aimerais que les gens retiennent et comprennent au sortir de cet échange concernant la pathologie, c'est une pathologie, peut-être dit pathologie comme c'est un problème de santé. Un problème de santé. Concernant donc le VIH, ce serait quoi une ou plusieurs choses à retenir, à comprendre dans la foulée comme ça? Ce qu'il faudrait retenir et comprendre, c'est que, bon, premièrement, le combat de la santé publique se fait en deux volets. Le dépistage et la prise en charge. Ça laisse déjà comprendre qu'il faut pas avoir peur de se faire dépister et que même si on est dépisté, il existe un traitement efficace, un traitement qui permet aujourd'hui d'avoir une vie saine. C'est-à-dire que tu peux être un patient vivant avec le VIH et tu vis une vie comme les autres, moins relativement comme les autres, sans souci. Il existe des maladies bien plus graves, des maladies infectieuses bien plus graves. Par exemple, s'il fallait comparer avec l'hépatite B, il n'aurait même pas match. Il aurait vraiment... L'hépatite B, vraiment, non, l'hépatite B est beaucoup plus grave. L'hépatite B est vraiment beaucoup plus grave et c'est sans concurrence. Vraiment sans concurrence. Donc vraiment, il faudrait qu'ils comprennent que le dépistage et la prise en charge sont là, et que la vie continue après. Le traitement aujourd'hui, la maladie, le virus existe depuis des années, la maladie également. Le traitement est déjà établi, il est efficace et assez bien toléré par les malades. Et à ceux, c'est vraiment pour ceux qui pourraient avoir, ou pour ceux qui vivent avec, et à ceux qui n'ont pas, c'est vraiment d'éviter le jugement et aussi de se faire dépister, notamment si on a une activité sexuelle régulière, multipartenariale et non organisée. D'accord. Et est-ce que tu as un conseil en particulier pour les jeunes comme toi et moi qui nous écoutent? Je dirais que relativement, ce sont les mêmes, mais pour nous les jeunes en particulier, nous qui avons encore le sang chaud là, s'il faut dire ça comme ça, c'est vraiment de faire un peu plus attention. Mais je pense que les jeunes devraient être un peu plus disciplinés. Comme je le disais tout à l'heure, les 35 000 nouveaux cas qui auraient été dépistés là, en réalité, vu la peur du dépistage, vu l'appréhension du dépistage, surtout même par la jeunesse, montre que si les jeunes sont les plus nombreux dans les 35 000 et que ces jeunes-là sont encore ceux qui ont généralement le plus peur, ou du moins qui évitent le dépistage, ça veut dire que les 35 000, ça peut pas être le chiffre réel. Forcément, ça excède. Et si ça excède, c'est un problème. C'est un problème dans le sens où les nouveaux cas sont en train d'augmenter. Et de deux, ces nouveaux cas sont en train d'augmenter. Et on ne connaît même pas tous ceux qui ont contracté le virus ou qui portent le virus. Parce que ça, c'est un danger pour eux et également pour leur entourage. Parce que quand tu as le virus, et que tu ne le sais pas, ça veut dire que tu as un créateur de nouveaux cas. C'est vrai. On est d'accord. Tu as le virus, toi tu ne le sais pas, ça veut dire que tu es un créateur de nouveaux cas. Ça veut dire que le dépistage même empêche également la découverte, c'est-à-dire que ça empêche la découverte de nouveaux cas à l'avenir. Plus vous êtes dépisté, moins vous vous mettrez à transmettre le virus de manière inconsciente. Je vois. Et tu demandes aux jeunes d'être disciplinés. De manière concrète, ce serait quoi pour parce que dire être discipliné, ça peut paraître vague.
Bon, quand on dit être discipliné, c'est on va encourager une relation monopartenariale. Ceux qui ne Tu dis au gars qu'il doit pas avoir plusieurs groupes. Là, je suis un professionnel de la santé. On a envie de parler vraiment d'un point de vue objectif. Il ne faut pas avoir plusieurs petits amis d'un point de vue, vraiment d'un point de vue sanitaire. C'est pas propre. D'accord? Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas, au moins, protégez-vous. Au moins, protégez-vous. Tu es d'encourager l'infidélité, là. Non, je n'encourage pas l'infidélité. Nous sommes tous des adultes. Et je pense que chacun est libre de faire ce qui est bien et de faire ce qui est mauvais. Chacun sait, nous sommes des adultes. Et chacun sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. D'accord? Maintenant, ce qui devrait être fait, c'est que chacun devra avoir normalement un partenaire. Un partenaire avec qui il aurait une activité sexuelle régulière ou pas. Ça évite la possibilité de contracter. Pourquoi ne même pas proposer l'abstinence? Ou bien tu n'y crois même pas? L'abstinence, vraiment, je trouve que c'est assez... On n'est pas non plus... C'est surréaliste. Je pense que au 21e siècle... On n'est pas le carton, car voilà. Au 21e siècle, je pense sincèrement que l'abstinence, même pour les jeunes, ça reste quelque chose d'assez surréaliste. Mais par contre, les relations sexuelles désordonnées, ça c'est quelque chose, c'est un manque de discipline. C'est vraiment un manque de discipline et il faudrait que les jeunes comprennent que, parce que nous-mêmes, ce que je dis les jeunes, il faudrait qu'on comprenne que nous-mêmes nous sommes dedans. Il faudrait que nous comprenions que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ni pour nous, ni pour les autres. Ni pour nous, ni pour les autres. Et ceux qui ne peuvent, malgré tout, pas être disciplinés à avoir un seul partenaire, vraiment, qu'ils essaient au moins de se protéger. Donc, avoir le moins de partenaires possible, se protéger. Oui, parce que dans ce genre de maladie-là, si tu ne te protèges pas toi-même, tu fais du mal aux autres. Même inconsciemment, tu peux faire du mal aux autres. C'est-à-dire, comme on disait, on peut vivre avec le virus 5 à 10 ans sans le savoir. Ça veut dire que tu peux porter ton virus là, tu le transmets à quelqu'un, pas parce que tu es un méchant, mais juste parce que tu es inconscient, tu as une activité sexuelle régulière avec 10 partenaires à la fois et tu ne prends pas la peine de te dépister. Ça veut dire que tu n'es même pas conscient du fait que tu portes la maladie. Ça veut dire que tu es un transmetteur en série. Tu es un partageur de VIH en série. Et tu n'en es même pas conscient. Tu n'en es pas conscient. C'est ce que tu fais aussi grave que de tuer les gens. Effectivement. Est-ce que toi, tu fais un lien entre la pauvreté en Afrique et le VIH? La pauvreté en Afrique et le VIH. Est-ce que pour toi, il y a un lien? Moi, je fais 2 liens. Le premier lien, moi, je pense que c'est vraiment dû au fait de l'approvisionnement de ces moyens de soins-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les moyens, ou assez d'infrastructures. Les zones rurales ne sont pas aussi organisées que les zones urbaines. La mère qui vit au village pour avoir son VIH n'a pas les moyens d'arriver en ville, se soigner, etc. Ou même l'information, la désinformation. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que la pauvreté entraîne la sédentarité, s'il faut dire ça comme ça là. C'est-à-dire qu'on dit souvent que le pauvre n'a rien à faire, à part faire les enfants, à part s'alimenter. Oui, un homme qui est occupé ne peut pas avoir une activité sexuelle toute la journée, ou même dire tous les jours, peut-être parce qu'il est fatigué. Or, celui qui peut-être n'a pas forcément les moyens, peut-être chaque soir, avec sa petite femme, ou avec ses multiples femmes, ou avec les voisines, ou avec les amis, etc. C'est de tous les côtés. Oui, vu qu'il n'a que ça à faire, ça pourrait aussi généralement augmenter. Puisque de toute façon, plus de rapports sexuels augmente le risque de contracter le germe. Ok, c'est un peu ça la phase de lien que tu fais avec la pauvreté. Pour toi, comment est-ce que quelqu'un qui nous écoute là, et qui n'est pas un professionnel de la santé pourrait aider à son niveau à lutter contre l'avancée de la maladie? En se dépistant, 2 fois par an. Pour toi, c'est la meilleure action. Moi, c'est la meilleure action qu'il pourrait faire. En se dépistant et à encourager au moins un proche, si ce n'est tous ses proches, si ce ne sont tous ses proches, à se dépister au moins 1 fois par an ou 1 fois tous les 2 ans. Sinon, pas une activité sexuelle trop régulière. Ok. Donc, si on avait l'habitude de se faire dépister, c'est que c'est un virus qu'on contrôlerait beaucoup mieux. Beaucoup mieux, effectivement. D'accord. Merci à toi de nous avoir suivis jusqu'ici.
nous sommes sur Dieuson d'abord, on discutait avec le docteur Elon César de VIH-Sida suite à la forte actualité des 35 000 nouveaux cas dépistés au Cameroun. J'espère que cet échange t'a beaucoup appris. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris sur le VIH. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc, je ressors instruit. Il nous a partagé beaucoup de conseils, beaucoup de consignes, des attitudes que nous devons adopter pour avoir une société qui se porte mieux vis-à-vis de ce virus. Donc, comme je disais, nous sommes sur Dieuson d'abord. Ici, nous Dieuson de mindset, d'africanité, de société et bien d'autres. Donc, si tu aimes ce genre de sujet, si tu aimes des podcasts comme celui-ci, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir plus de contenu. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous allons charger ou bien mettre en ligne du nouveau contenu. J'espère que le docteur César a apprécié l'échange. Je sais pas s'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose, qu'on n'a pas posée. Non, pas particulièrement pour la question que j'aurais aimé qu'on me pose. Bien sûr, j'ai beaucoup aimé l'échange et comme je le disais dernièrement, c'était un plaisir. C'est un plaisir aujourd'hui. Je pense que ça sera un plaisir la prochaine fois si je suis contacté. Si tu te souviens quand on lançait le concept, tu étais le premier qu'on a invité. Oui, bien sûr. Oui, aujourd'hui, comme on a quand même fait l'effort d'avoir un studio mieux équipé, on s'est dit qu'on devait encore. Ah, ok. Et c'est vraiment, je constate vraiment, c'est très bien. Ça montre aussi que les choses, elles évoluent. Et c'est plaisant autant pour moi que pour vous et pour l'audience, je l'espère. C'est pour ça que tu peux remarquer que je t'ai quand même beaucoup mis la question. Oui, j'aime. Parce que je tenais à ce que ce soit avec toi qu'on commence. D'accord. Comme tu es celui avec qui on a commencé et qu'on a un peu essayé de réussir la qualité, on s'est dit, recommençons, on prend les mêmes et on recommence au moins 10 secondes. Donc, merci de nous avoir honoré de ta présence. T'inquiète pas, la santé, c'est d'abord un sujet extrêmement vaste. Il y a tellement d'idées qui me viennent à l'esprit en ce qui concerne la santé. Et puis la santé, c'est le sujet qui concerne tout le monde, en fait. Quand on parle de maladie, quand on parle de médicaments, de traitements, tout le monde se sent concerné. Donc, c'est un volet très important. Je pense pas qu'on peut que c'est une plateforme où il faut parler de sujets pour aider les gens, on ne parle pas de santé. Donc, ne t'inquiète pas, on aura besoin de toi très souvent. D'accord. Je compte sur toi. Je sais que si tu es disponible, tu répondras présent. Je te dis merci pour ça. S'il y a un dernier truc que tu aimerais dire pour ceux qui nous suivent. Faites-vous dépister. Faites-vous dépister. Ok, donc, sur ce mot, on se dit à la prochaine.